Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour. Rencontre échange, nouveau numéro. L'émission Entretien décrypté sur Delta Santé. Et donc, merci d'être des nôtres pour ce tour d'horizon des questions de l'heure. Et une fois n'est pas coutume, on va parler du coronavirus, cette maladie virale qui sévit dans plusieurs pays. Au moins une centaine de pays du monde sont concernés, des cas avérés, des décès aussi. Les premiers pays africains sont concernés également, tels que l'Égypte. On en parle même du cas du Nigeria, donc c'est proche de chez nous, et du Cameroun ce matin. Et qu'en est-il dans notre pays, le Togo? Est-ce que nous sommes épargnés? Pour en discuter, je reçois pour vous le professeur Majesté Iou Watebar. Il est infectiologue, doyen de la faculté des sciences de la santé. Merci, professeur, de cette invitation. Merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie. C'est avec vous qu'on va changer un peu de sujet ce jour pour parler justement de cette maladie, le coronavirus, le Covid-19 parfois. Alors, qu'est-ce que c'est? Où est la différence? Mais alors, des pays africains sont touchés, le Nigeria à côté, le Cameroun en a annoncé, et des rumeurs aussi circulent chez nous au Togo. Il y a un cas avéré déjà chez nous, sur la terre de nos aïeux au Togo? Non, à l'instant où l'émission se déroule, nous n'avons pas officiellement notification d'un cas, et même si les laboratoires sont à pied d'œuvre pour débusquer d'éventuels cas au regard des symptômes. Nous n'avons pas à ce jour où nous demandons cette émission la notification formelle d'un cas de coronavirus dans notre pays. Oui, sauf que dans la foulée, il y a des SMS qui disent que la conférence de presse du Premier ministre aurait. Je ne sais pas si vous avez aussi l'information. Oui, on a aussi l'information. On attend évidemment la conférence de presse. Il revient à l'autorité le rôle régalien d'informer là-dessus. Et donc, jusqu'à ce que les autorités fassent la situation, le point sur cette rumeur, moi, à mon niveau, je déclare tout simplement que nous n'avons pas encore un cas. Si d'ici la fin de l'émission, la notification devient formelle, là, le discours changera. C'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions pratiques avant d'annoncer ce genre de situation et en de pareils cas? Forcément, il doit y avoir, à mon âge, je suppose, des dispositions politiques. Parce que, vous savez, 1000 cas d'hypertension attirés dans un pays, ça n'intéresse personne. 1 million de cas je dirais, de maladies neurologiques, par exemple, les gens n'ont pas peur. Mais quand on vous dit qu'il y a un cas d'Ebola, qu'il y a un cas de coronavirus, qu'il y a un cas de SRAS, qu'il y a un cas de choléra, qu'il y a un cas de ces maladies hautement contagieuses, ça fait paniquer. C'est pour cela que devant ces maladies assez sérieuses, le rôle régalien revient à l'État, après que l'État, certainement, ait vu tous les contours, ait mis en place un certain nombre de mesures qu'il lui revient d'annoncer ou de ne pas annoncer. Donc, nous attendons tous. De ne pas paniquer la population, de ne pas semer la psychose, c'est ça? Absolument, dans le but de ne pas paniquer la circulation, de ne pas semer la psychose et aussi de ne pas fragiliser parfois nos tissus sociaux qui sont assez délétères. Je crois qu'ils prennent quand même un certain nombre de mesures en amont avant de se lancer à des déclarations qui sont souvent toujours lourdes de conséquences, ne serait-ce sur le plan économique. Et jusque-là, ça veut dire qu'il y a des mesures qui sont des mesures préventives. Est-ce que avez-vous connaissance de certaines dispositions prises au cas où, justement, un cas venait à être avéré? Oui, donc depuis l'éclatement de cette épidémie, l'OMS a exhorté tous les États, toutes les nations, 2019, toutes les nations à prendre des mesures. Et notre pays, le Togo, n'est pas du reste. Aujourd'hui, je sais que nous avions une possibilité de faire le diagnostic sur place. Nous avons cette technologie qui est disponible aujourd'hui. On peut diagnostiquer et détecter la présence du virus chez une personne malade. C'est une avancée importante et c'est un travail donc du gouvernement togolais dans le souci évidemment de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour dépister rapidement un cas éventuel. Et dépister veut dire aussi protéger la population. Donc je crois qu'en la matière, des mesures sont nécessairement prises, et je suppose. Et je pense également que côté prise en charge, un travail se fait dans le souci vraiment de faire en sorte de minimiser un risque d'épidémie si jamais notre pays devait aussi être touché, comme les pays comme le Sénégal dont vous avez parlé tantôt. Oui. Et la prise en charge du personnel médical aussi, parce qu'on apprend que c'est aussi le plus touché, le plus concerné, parce que c'est cette personne qui doit être préservée pour pouvoir prendre en charge les autres. Absolument, absolument. C'est des maladies hautement contagieuses, d'autant plus que cette affection n'a pas des signes pathognomoniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signes
typique qui, à lui tout seul, permet d'affirmer l'existence d'une infection au coronavirus. Donc, c'est une maladie qui a des signes un peu bâtards, qui va ressembler au paludisme classique, qui va ressembler au rhume classique, à la grippe classique, ou à un mal-être, ou parfois c'est une petite diarrhée, une petite douleur abdominale, des céphalées, ou parfois les personnes n'ont rien du tout, ou c'est peut-être un malaise qui est inaperçu, qui est insignifiant, et qui, dans la majorité des cas, va constituer les 80% des personnes qui vont être infectées. Seuls 2 à 5% des personnes infectées vont connaître une expression particulière de la maladie qui va nécessiter des soins à l'hôpital. Donc, le côté playmorphe, le côté, je dirais, bâtard des signes qui ne sont pas très spécifiques, est un élément, ça fait partie donc des paramètres surajoutés qui risquent de gréver les risques d'infection, surtout au niveau du corps soignant, qui malheureusement dans ces cas de figure est en première ligne. C'est ça. Merci, professeur, pour cette introduction, mais le temps d'évacuer quelques polémiques sur les réseaux que nous disons. Alors, je voudrais partir avec ces informations qui font polémique. Il semblerait qu'un ouvrage écrit par un certain Kronz, intitulé « Les yeux de l'invisible », paru en 1981, parlait déjà de ce virus développé dans les laboratoires militaires de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, et par la Chine, comme une âme biologique. Avez-vous connaissance de cette parution ? Oui, malheureusement, je suis un scientifique. Et aussi, de par ma position de doyen de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé et chef du service des maladies infectieuses au CHU Sylvain-Solipio, je suis une voix autorisée. Et je ne peux pas me prononcer officiellement sur ce qui relève encore de rumeurs, ce qui n'est pas tout à fait avéré, ce que un État, par exemple, n'a pas prouvé. Si le gouvernement togolais, par exemple, estime que ce document a un lien avec l'épidémie, je peux en parler. Si une entité scientifique certaine trouve que ces propos dans ce livre ont un lien avec ce que nous vivons, je peux en parler. Mais dès lors que ça relève des rumeurs, la voix autorisée que je suis ne peut pas se prononcer sur ces genres d'affirmations. Sauf que je peux quand même dire de façon générale que nous savons que la création de virus ou de bactéries comme armes biologiques n'est pas fausse. C'est une réalité. De tout temps, les États ont développé des armes biologiques et ça n'exclut pas que le SRAS, ça n'exclut pas que le coronavirus actuel soit aussi de possibles armes biologiques que certains aient pu développer. Mais comme je le disais tantôt, il n'y a pas aujourd'hui scientifiquement une affirmation venant d'une entité donnée pour dire qu'effectivement c'est un virus développé dans cette optique-là. Donc on reste dans la rumeur en sachant que ça s'est déjà passé dans le passé et que ça peut se passer à l'avenir. Est-ce que c'est volontairement fait ou bien est-ce que c'est des manipulations qui dévient en ce sens pour créer de ces choses-là qui empoisonnent la vie des humains? Oui, il n'y a que ceux qui tirent une raison à divulguer ça qui peuvent vraiment répondre à cette question. Sauf que, comme je le disais, ça s'est déjà passé dans le passé, où des gens, même dans l'Antiquité, où la peste avait été utilisée comme une arme biologique, où les camps ennemis balançaient des cadavres de gens morts de peste pour infecter les autres. Ça a été le cas, on a vu aussi avec d'autres virus, et ça se passe, c'est avéré. Mais pour celui-ci actuellement, pour qu'on puisse affirmer ça de façon officielle, certaine, il faudrait que cela se base sur des constats d'experts, une analyse d'experts, parce que autrement, on risque de ne plus maîtriser la rumeur. Il semble que les virus sont développés en vue de produire certains anticorps, c'est ça? Je n'ai pas compris. Oui, est-ce qu'il y a des développements de certains virus pour pouvoir en tirer les anticorps? Oui, il y a par exemple certaines maladies, par exemple le vaccin contre la variole, qui est une maladie éradiquée. Ce n'est pas avec le virus de la variole qu'on fabrique le vaccin contre la variole. C'est un peu avec un poxvirus, c'est un virus de la famille des poxvirus, qui est un virus en fait qui donne presque les mêmes lésions chez le bœuf. Donc c'est avec ce virus apparenté qu'on arrive à fabriquer un anticorps contre un autre virus. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et beaucoup de vaccins peuvent être développés comme ça. On prend quelque chose, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'antigénicité croisée.
Ça veut dire que tu es atteint d'une maladie, Oui. mais il se trouve que cette maladie peut susciter le développement d'un anticorps qui peut aussi préserver contre une autre affection. Ça peut arriver. Lorsqu'on l'identifie comme tel, eh bien, en ce moment-là, on peut utiliser donc ce virus, par exemple, qui serait moins dangereux pour susciter la fabrication des anticorps contre un virus hautement dangereux. Ça peut se faire, c'est des techniques de génie génétique qui peuvent se faire dans les laboratoires. Reconnues scientifiquement, qui peuvent se faire. Et il y a beaucoup de vaccins qui sont faits, pas avec le virus en question, pour protéger contre la maladie due à un virus en question, mais dont on utilise les facteurs génétiques d'un autre micro-organisme pour fabriquer donc ces médicaments, ces anticorps. Par exemple, l'insuline, je donne un exemple, l'insuline est fabriquée majoritairement par des bactéries. C'est avec des bactéries qu'on fabrique l'insuline qu'on injecte aux humains. Or, la bactérie, normalement, c'est l'organisme humain, c'est-à-dire le pancréas, qui va fabriquer l'insuline. Mais ici, on peut utiliser des bactéries pour faire ce que l'organisme humain peut faire. Donc, ces passerelles sont possibles. C'est de la haute médecine, c'est de la biologie moléculaire, de la génie génétique, qui permet effectivement d'utiliser un agent microbien donné pour soigner ou immuniser l'organisme contre un autre agent plus dangereux. C'est ça. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons du coronavirus, cette maladie qui sévit dans le monde. Plusieurs pays en sont touchés, les pays africains aussi. Et on parle d'un éventuel cas aussi pour notre pays, le Togo, reste à confirmer, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Alors, docteur, soyons concrets, comme dans une salle de cours, devant vos étudiants et des profans que nous sommes, c'est quoi le coronavirus? Parce qu'on dit aussi le Covid-19, qu'est-ce que c'est en réalité? Alors, le corona, vous entendez déjà un nom, couronne. Oui. Donc, le coronavirus, en fait, la classification des virus, on se base sur quelque chose. Soit en prenant en compte le cœur du virus qu'on appelle l'ADN ou l'ARN, c'est-à-dire le matériel génétique du virus, ou on prend en compte par exemple les animaux ou les êtres vivants qui l'ont infecté, ou on prend en compte par exemple la forme du virus pour pouvoir lui donner un nom. Pour celui du coronavirus, vous entendez le nom couronne. Le coronavirus, en fait, c'est la forme de la couronne des protéines qui revêtent en fait le virus. Ça a donc une forme de couronne. C'est ça qui a donné le nom de coronavirus à ce virus. Donc, c'est un virus qui a une forme de couronne. Tout simplement. Maintenant, il se trouve que ce coronavirus est un virus qui, dans son patrimoine génétique, a ce qu'on appelle l'acide ribonucléique, donc ARN. Il y en a deux. L'homme a à la fois l'ARN et l'ADN. C'est ça qui fait de nous des hommes particuliers, les cellules diploïdes, c'est-à-dire les cellules humaines par exemple. Pour être simple, nous avons les deux, nous avons l'ADN et l'ARN dans nos cellules. Mais les virus, soit ils sont ARN ou ils sont ADN. La différence entre un virus, une bactérie, un parasite, c'est que quand vous prenez une bactérie, elle a l'ADN et l'ARN, les deux ensemble. Quand vous prenez un parasite, il a l'ADN et l'ARN ensemble. Mais les virus, eux, c'est une moitié. Soit ils sont ARN, soit ils sont ADN. Alors, donc le virus, le coronavirus, donc, c'est un virus en forme de couronne déjà, ce qui donne donc son nom. Et deuxièmement, c'est un virus à ARN. Maintenant, les coronavirus, c'est des virus fréquents, courants. Nous en avons. Tout Togolais a déjà rencontré un coronavirus. Il y a pratiquement 3 principaux virus qui sont responsables du rhume. Vous avez le rhinovirus, qui est responsable des rhumes, à peu près 30%. Les coronavirus du rhume, les coronavirus sont aussi responsables à peu près 30%. Et il y a les adénovirus. C'est les principaux virus qui sont responsables des rhumes. C'est pour cela qu'on dit prendre un antibiotique contre un rhume, ça ne sert absolument à rien. Parce que les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. On en reviendra si vous voulez. Il y a pas ils ne sont pas sensibles, ça ne sert absolument à rien. Donc, le coronavirus est un virus pour une famille, un groupe de cette famille-là que l'homme a déjà rencontré. Maintenant, il se trouve que la particularité, c'est que beaucoup de virus ne sont pas forcément des virus humains. Il y a des virus qui vont affecter un type d'animaux donné, mais qui n'affecteront pas d'autres animaux donnés. L'homme aussi est un animal. Bien sûr. Alors, le coronavirus humain est un coronavirus humain qui ne devrait pas infecter le chien, le chat ou les chauves-souris, etc. Et il y a les coronavirus aussi de ces animaux. Maintenant, il arrive parfois que
un virus qui au départ n'est pas un virus humain arrive à passer chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la cassure antigénique. La cassure antigénique, c'est qu'un virus donné qui ne doit pas passer chez l'homme a réussi au cours d'un métissage, au cours de la rencontre avec un virus intermédiaire, à échanger avec lui un secret au niveau donc de son système génétique et il prend un secret de celui-là, ce qui lui permet d'acquérir désormais la technicité pour pouvoir infecter une bactérie, de pouvoir infecter un organisme qui hier n'était pas un récepteur. C'est un peu comme une clé qui est faite pour ouvrir une série A. On a pris cette clé, on a essayé de la modifier un peu pour qu'elle puisse ouvrir la cellule B. Donc finalement, cette clé arrivera à ouvrir la cellule A et ouvrira la cellule B. Mais pour qu'elle puisse être transformée, pour passer de la cellule A à la cellule B, il faut un forgeron. C'est le forgeron qui a été l'élément modificateur, l'élément déterminant. Donc le cas par exemple, si je prends par exemple le SRAS coronavirus, c'est un coronavirus aussi. Ce virus est un virus de la chauve-souris qui ne pouvait pas passer chez l'homme. Mais pour pouvoir le faire, il a dû passer sur une autre forme de chauve-souris qu'on appelle la civette. Et donc, c'est en passant chez la civette que le virus a réussi. C'est la civette qui est devenue un peu le forgeron, qui a transformé la clé en une clé qui peut passer chez l'homme. Pareil, quand un autre coronavirus qui a aussi tué en 2013, qu'on appelait le MERS coronavirus, qui a été un virus responsable des problèmes respiratoires, notamment donc, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, par exemple, qui a tué également en 2012-2013. Lui également, c'est un coronavirus au départ de la chauve-souris. Mais pour qu'elle puisse passer chez l'homme, il a dû faire une transition chez le dromadaire, qui est une forme de chameau. Et c'est au niveau du dromadaire que le dromadaire l'a forgé pour qu'il puisse maintenant passer chez l'homme. C'est un peu ça le problème des coronavirus. Donc c'est ce qu'on appelle la cassure antigénique. Dès lors que le virus transite chez un autre intermédiaire qui lui permet d'acquérir les caractères pathogènes suffisants pour passer chez l'homme, le virus devient maintenant un virus qui hier ne pouvait pas aller sur une espèce, ça va passer à une autre espèce. C'est le propre des virus, c'est le propre des maladies virales. C'est pour cela que quand un même virus, une famille de virus, peut se retrouver chez différentes espèces, elle est dangereuse parce que ce virus-là est dangereux parce qu'il lui suffit tout simplement de passer chez un autre qui est l'élément adaptateur pour qu'il puisse aller chez un autre et faire des dégâts. Pourquoi le coronavirus qui en réalité ne devait pas tuer, tue? Ou du moins, le coronavirus jusqu'aujourd'hui, il ne tue pas plus que le paludisme. Il ne tue pas plus que la grippe saisonnière en France. En France, vous avez 8000 morts chaque année de grippe. Pourquoi est-ce que le coronavirus là inquiète? Si c'était un autre coronavirus ordinaire, on aurait eu au pire un rhume. Mais c'est qu'aujourd'hui, on a un coronavirus qui normalement ne devait pas passer chez l'homme, mais qui a réussi à passer chez l'homme. Ça veut dire que l'organisme humain ne le connaissait pas. C'est ça. Donc l'organisme humain ne le connaissant pas, il aura du mal à lutter contre, à développer des anticorps. Donc il faudra un temps d'adaptation. Or, pendant le temps d'adaptation, la casse sera suffisante. C'est ça qui fait que tout le monde a peur. Sinon, en réalité, en termes de contagiosité, en termes de gravité, il ne fait pas plus que les autres virus grippaux, par exemple, que nous connaissons. Mais c'est parce qu'il est nouveau, on ne le connaît pas. L'organisme n'étant pas adapté à cela, eh bien, les premières personnes vont sévèrement être frappées parce que c'est un truc nouveau que l'organisme découvre et ça va l'ébranler. C'est un peu ça le problème. Donc, les coronavirus ont toujours existé. Ici, c'est le corona de l'animal que l'organisme humain ne connaissait pas, qui a réussi à passer chez l'homme et qui va faire des dégâts jusqu'à ce que l'organisme finisse par adapter ses mécanismes. Je précise au passage, que il n'y a pas à ce jour un seul médicament qui tue un virus. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais eu. Et il n'y a que l'organisme qui arrive à tuer un virus par le biais d'anticorps. Les médicaments que nous utilisons ne sont pas des médicaments destinés à tuer un virus, mais c'est des médicaments destinés à le ralentir, à le freiner, le temps que l'organisme lui-même développe la technologie par le biais des anticorps pour l'éliminer. Donc, plus le virus est présenté au système qui fabrique les anticorps, plus c'est fait vite, et que cet organisme rapidement arrive à développer rapidement les anticorps, on guérit. Vous allez voir le cas d'Ebola. Quand vous voyez un cas d'Ebola qui guérit, il n'y a pas de miracle. Il faut 2 anticorps. Il y a un anticorps précoce qu'on appelle l'immunoglobuline M
et le deuxième qui va prendre le relais, qui est solide, qu'on appelle l'immunoglobuline G. Tous ceux qui guérissent d'Ebola, c'est les gens dont l'organisme, par une disposition naturelle ont réussi précocement à fabriquer dans les 8 premiers jours les anticorps immunoglobulines M. Ça ne neutralise pas entièrement le virus, mais ça l'affaiblit suffisamment pour laisser le temps à l'organisme d'arriver avec l'immunoglobuline G, qui est costaude et qui va neutraliser donc, le virus. Donc maintenant, si vous faites partie de la catégorie des gens que Dieu a fabriqués, qui ne savent pas rapidement élaborer les anticorps primaires, eh bien vous mourrez, parce que le virus aura eu raison de vous entre-temps. Voilà un peu comment ça marche au niveau donc en virologie de façon générale. Si vous me demandez pourquoi il n'y a pas de médicament qui tue un virus, je vous répondrai que le virus, à la différence avec les autres microbes comme les bactéries, les champignons ou les parasites, le virus est un organisme qui n'est pas un organisme autonome. Un virus n'est rien, ne représente rien s'il n'est pas aux côtés d'une autre cellule. Il lui faut forcément un tuteur. À l'air libre, il ne peut pas, il n'a rien, il n'a aucune capacité par lui-même de survivre. Il lui faut utiliser toujours quelqu'un. C'est un peu quelqu'un qui n'a pas les 2 pieds, qui n'a pas les 2 bras, mais qui gueule. Donc pour gueuler, il faudrait que quelqu'un l'attache au dos, et la personne qui l'a attaché au dos, c'est lui qui marche pour lui. Et il donne les ordres. Il dit, toi, prends ton bras, donne un coup, et la personne donne un coup. Mais en réalité, par lui-même, il ne sait rien faire. Il n'est rien. Donc, il suffit que ceux qui l'ont remorqué le lâchent, qu'on constate qu'il ne vaut absolument rien. Alors, est-ce qu'on peut tuer un virus qui ne mange pas? Le virus ne mange pas. Les cellules, les bactéries mangent et se développent et se multiplient par eux-mêmes, par elles-mêmes. Un virus ne se multiplie pas par lui-même. Un virus ne mange pas. Un virus, je dirais même, ne dort pas. C'est un organe inerte, en quelque sorte. Mais pour qu'il puisse vivre, il est fabriqué toujours en pièces détachées. C'est-à-dire, quand vous prenez le virus, par exemple, du VIH, le virus du VIH ne donne jamais naissance à un autre virion, à un autre virus du VIH en entier. Non. Il rentre dans une cellule et il va maintenant parasiter la cellule, prendre le QG de la cellule, qui est le noyau, et maintenant il dit à la cellule, fabrique-moi un pied. La cellule fabrique un pied. Fabrique-moi les yeux. Fabrique-moi les os. C'est ça. Et après, maintenant, il va dire encore à la cellule, eh bien, toi, l'ingénieur, prends le pied, prends les os, prends la tête et assemble ça pour donner un petit virus. Et quand l'assemblage est fait maintenant, le petit virus là sort et s'en va. Donc, aucun virus n'est fabriqué en entier. Alors que les bactéries, une bactérie mère va donner naissance à une bactérie identique fille. Alors qu'ici, le virus est fabriqué en pièces détachées. Alors, ça devient difficile de le tuer parce que il n'est pas en entier. Il n'a pas d'identité. Donc, comment est-ce qu'on arrive maintenant à le combattre, à le réduire, à le diminuer? Quand il donne l'ordre de fabriquer un pneu, puisqu'il est fabriqué en pièces détachées, on fait en sorte de l'aider à fabriquer un pneu qui n'est pas rond. Un pneu qui est peut-être carré, ça ne peut pas rouler. Donc ça devient un virus bancal. Et comme le virus est fabriqué, l'assemblage du véhicule est fait, mais on réalise que quand la voiture sort d'usine, au lieu d'avoir des roues rondes, on a des roues carrées, on réalise que la voiture ne peut pas rouler. Donc le temps qu'on essaie de changer la roue carrée en roue ronde, ça a donné suffisamment le temps à l'organisme de fabriquer ces anticorps qui viendront de le neutraliser. C'est ça le rôle des antiviraux et des antirétroviraux. On utilise un médicament qui freine l'évolution du virus en laissant la possibilité à l'organisme lui-même de venir tuer le virus par voie d'anticorps. C'est pour cela que quand les gens racontent partout que la chloroquine, quand on connaît un peu la systématique virale, la systématique en microbiologie, quand on connaît un peu le fonctionnement des virus, on se pose la question de savoir à quel niveau la chloroquine a pu jouer, sur quelle enzyme ça a pu jouer et qui puisse entraîner une... vous voyez que ça a été une histoire qu'on a racontée quelques jours, mais depuis on n'en parle plus. Et voilà, donc c'est pour dire que c'est assez complexe quand même les virus parce que ce ne sont pas des êtres organisés comme des bactéries, ce ne sont pas des êtres organisés comme les parasites, et donc on a du mal à aller les tuer. Quand tu veux tuer une bactérie qui est un organe constitué, soit tu casses sa paroi, qui est sa clôture, et comme la clôture est cassée, alors que la bactérie se trouve à l'intérieur d'un liquide, elle va se noyer, elle meurt. Vous prenez un œuf,
qui est bien formé. Si vous faites un trou dans la coque, l'œuf va perdre de sa substance. L'intérieur va couler ou ça va se gorger d'eau et ça meurt. Donc c'est une façon de tuer une bactérie. Vous cassez la paroi, elle meurt. Vous voulez tuer la bactérie, il suffit d'aller casser par exemple son ADN. Elle meurt. Vous voulez la tuer, il suffit par exemple que vous agissez en même temps sur 2 endroits donnés, elle meurt. Mais un virus, il n'y a rien de tout ça ne lui appartient. Sa propre paroi, elle l'a emprunté de la cellule dans laquelle elle s'est formée. Les éléments qui sont constitués de lui, ça a été fabriqué en pièces détachées. Et il a la possibilité, c'est comme une voiture, vous enlevez une roue, on peut la remplacer. Donc il a la possibilité de remplacer ce qu'elle a perdu parce qu'elle est fabriquée en pièces détachées, elle n'est pas en bloc. C'est ça un peu un virus, ça permet de comprendre comment sont les virus et comment les virus mutent et pourquoi les virus nouveaux inconnus sont dangereux. Merci, professeur Youateba, pour ce cours magistral que vous nous donnez avec précision et détails sur cette maladie, le coronavirus. Mais alors, de quel animal il s'est muté pour être maintenant transmis à l'être humain? On a pensé à la chauve-souris La chauve-souris, c'est un animal bizarre. Elle est un mammifère, mais en même temps se comporte comme un oiseau. Et c'est ça qui lui a permis aussi une grande adaptation. Donc, les principaux virus qui font très mal aux hommes, souvent viennent des virus. Le virus de la rage, le virus Ebola, le virus, le SRAS, le MERS, coronavirus, tout ça, la chauve-souris. Elle est très riche et elle-même ne tombe pas malade. Mais pour cette fois, des études ont montré que, parce que le coronavirus chez la chauve-souris a ressemblé assez, c'est-à-dire qu'il y a une apparenté génétique, c'est-à-dire que quand tu fais la lecture du génome du coronavirus actuel, il ressemble presque à un coronavirus qu'on retrouve chez la chauve-souris. Mais après, les gens se sont rendus compte qu'il y a un animal, notamment le pangolin. Le pangolin que nous avons en Afrique. Moi, j'ai déjà une fois mangé le pangolin. Il y a des années. On nous avait amené ça du village, on a mangé. C'est appétissant, n'est-ce pas? Oui. Très, très, très appétissant. Sauf que je n'en mangerai plus aujourd'hui parce qu'il y a le coronavirus. C'est ça. Et puis, quelque part, il est assez beau. Il faut préserver ces espèces. Il ne faut pas les tuer, il faut les préserver. C'est pourquoi les chiens l'adorent. Absolument, absolument. Oui. Donc, lui aussi, il a son coronavirus. Comme j'ai dit, beaucoup d'animaux ont leur coronavirus. Donc, son coronavirus, là, actuel, quand on a séquencé, c'est-à-dire, on a coupé en petits morceaux le patrimoine génétique du coronavirus, le Covid-19, là, on s'est rendu compte qu'il ressemble presque exclusivement ou totalement au coronavirus qu'on retrouve chez le pangolin. C'est là que les gens se sont dit, peut-être que le coronavirus, là, actuel, a quitté la chauve-souris et transité par le forgeron dont je parlais, qui arrive à forger la clé A pour passer d'une cellule à l'autre, et donc a réussi peut-être à transformer ce coronavirus de la chauve-souris et qui aujourd'hui peut passer chez l'humain. Là-dessus, la communauté scientifique est encore mitigée et on n'est pas encore très sûr. C'est dans les années à venir, dans les mois à venir, qu'on aura une vraie certitude sur d'où est venu vraiment ce coronavirus. Ce qu'on sait, c'est que il est différent des coronavirus qu'on connaissait déjà chez l'homme. Donc forcément, il est venu d'un animal. Et comme il ressemble à plus de 90% quand même à ce qu'on voit chez la chauve-souris et le pangolin, c'est qu'on sait que c'est venu d'un animal. Et c'est ça qui fait ce qu'on appelle les cassures antigéniques. C'est-à-dire passage d'un virus qui au départ n'était pas destiné à l'humain, mais qui a réussi à le faire en passant par un forgeron, qui a réussi à le forger pour lui donner les aptitudes à pouvoir infecter l'homme. C'est ce qu'on appelle les cassures antigéniques. Il y a souvent des adaptations saisonnières qu'on appelle les glissements antigéniques. Les glissements antigéniques, c'est un virus de l'homme déjà connu, mais qui a fait un petit faux pas et est devenu un peu différent. Lui aussi va faire mal parce qu'à chaque fois que le virus change de nature, l'organisme ne sait pas le détruire. Il lui faut un temps. Mais quand c'est le même virus qui a changé un peu de nature, c'est comme la femme de teint noir qui se dépigmente devient teint clair. Elle reste quand même la même femme. C'est ça. C'est différent d'une autre personne inconnue. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Les glissements antigéniques arrivent. C'est ce qui fait que chaque épidémie, par exemple de la grippe en Europe, est différente de l'épidémie de l'année dernière. Et le vaccin que tu as pris l'année dernière ne te protège pas contre la grippe de cette année. Parce que c'est le même virus, mais qui s'est un peu dépigmenté.
et est devenu la même personne, mais est devenu clair. Ça. Donc celui-là, ce n'est plus trop les mêmes habits, il faut aller chercher un peu, changer un peu, vous voyez un peu, pour s'adapter à lui. Mais il est moins méchant. Il est moins méchant que celui qu'on ne connaissait pas du tout, mais qui arrive soudainement. C'est ça qui fait les grandes épidémies. Et généralement, les cassures antigéniques, les événements majeurs, se déroulent tous les 10 ans, maximum tous les 30 ans. Nous l'avions eu, le premier coronavirus, avec le SRAS, entre 2002 et 2003. Oui. En 2012, 10 ans après, 2012-2013, on a eu le MERS, coronavirus, et vous allez voir, 2012, 2020, quasiment, nous sommes dans la menace. Oui. C'est pour cela que les projections disent que nous allons devoir vivre avec quoi. On va le gérer pendant 1 à 2 ans, le temps qu'un autre vienne encore dans 10 ans. Ça, c'est connu, c'est classique, ça a toujours été comme ça a toujours évolué comme ça. Et en virologie, sur le plan épidémiologique, on sait qu'on est dans la période, quelque chose comme ça va arriver. Et on s'y prépare. C'est ça. Alors, autre préoccupation, c'est la transmission de la maladie. Comment se transmet-elle et comment se propage-t-elle? Parce qu'on a vu que pendant longtemps, c'est depuis décembre 2019 qu'on parlait de coronavirus en Chine, mais ça a mis du temps pour gagner les pays et les scientifiques s'étonnent même pourquoi les pays africains ne sont pas si tôt touchés par la maladie. Oui, d'abord il y a la providence, il y a la chance, parce que les raisons que les uns les autres évoquent n'ont pas encore un soubassement scientifique pour qu'on puisse s'étaler là-dessus. La première chose, c'est qu'un virus respiratoire, ça veut dire qu'il aime l'arbre respiratoire. L'arbre respiratoire, ça va depuis la gorge jusqu'à la base des poumons. Donc, quand le virus aime ce arbre respiratoire, il se multiplie prioritairement là-bas et est rejeté par là. C'est pour ça que vous allez voir que le diagnostic du coronavirus, on va vous dire de gratter la gorge ou de gratter le fond du nez avec un écouvillon. Et c'est ça qu'on va aller examiner pour aller chercher le virus. Donc, ce virus, il est respiratoire. Quand il est respiratoire, il se transmet par tout ce qui sort de l'appareil respiratoire. Si l'une des personnes, nous deux sur ce plateau, quelqu'un d'entre nous a déjà le virus dans la gorge, eh bien, ce qui est sûr, l'autre est contaminé. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que c'est à peu près 1 mètre. On estime que le voyage de ces virus, quand vous parlez avec un, c'est à peu près une distance de 1 mètre. Oui. Donc, vous projetez des gouttelettes respiratoires, des gouttelettes qui sortent de votre bouche, qu'on appelle les particules de fluge. Ces petites gouttelettes-là s'éparpillent dans la nature. Elles sont invisibles, elles sont microscopiques, elles sont chargées de virus. Une personne à une distance de moins d'1 mètre à peu près est assez proche pour pouvoir respirer directement ces particules respiratoires. Et comme c'est un virus qui aime les cellules de l'arbre respiratoire, ce virus, une fois tombé sur une cellule de l'arbre respiratoire, c'est comme vous prenez un crapaud que vous jetez dans une rivière. Elle est chez elle, elle est contente. C'est ça, bien accueillie. Bien accueillie, elle va s'épanouir, elle va se développer. Donc la contamination, c'est ce que nous rejetons dans la nature. Ce que nous rejetons dans la nature, c'est en parlant, en toussant, en respirant, entre autres, que nous rejetons, en éternuant, que nous rejetons donc ces virus quand on est contaminé. C'est pour ça qu'on vous dira que le masque chirurgical que tout le monde porte, que vous allez voir les mototaximens porter, ce masque ne protège que les gens, ça protège, ça empêche de rejeter les particules. Oui. Ça vous protège, vous, si quelqu'un est infecté, le masque empêche les autres de s'infecter. Oui. Mais la personne qui la porte n'est pas protégée. Ah bon? Oui, vous n'êtes pas protégé. C'est-à-dire que quand vous vous toussez, vos projections de particules respiratoires sont contenues à l'intérieur. Okay. Il y a quand même une petite partie qui peut sortir, mais en tout cas, les 99% sont contenus. Donc, quand ce que vous avez comme maladie est contenu, ça protège les autres de s'infecter. C'est ça l'intérêt. Mais celui qui porte ce masque, lui, il respire. Qui a déjà la maladie. Qui a déjà la, non, ou bien qui ne l'a pas. Qui ne l'a pas, Oui. s'il porte le masque, Oui. ça ne le protège pas. Lui, il protège les autres, mais ça ne le protège pas lui. D'où le besoin, la nécessité que tous portent les masques, n'est-ce pas? Oui, justement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens en ce sens qu'on porte quelque chose d'abord pour se protéger. Parce que celui qui est malade, lui, de facto, il doit le porter. Maintenant, celui qui n'est pas malade et qui le porte, c'est pour qu'il ne s'infecte pas. Or, le masque ne vous empêche pas de respirer. Le masque n'est pas assez étanche pour filtrer suffisamment l'air pour que vous ne vous contaminiez pas. Donc, ça ne vous protège pas quand vous n'êtes pas malade.
Ça ne vous protège pas je crois du tout. qu'il faut bien préciser cela parce que il y a comme on se jette sur les masques, on en parle beaucoup ces derniers temps. Il y a même pénurie dans certaines pharmacies. On en parle, n'est-ce pas, dans ces pays touchés en Italie, on manque de masques. Alors, concrètement, donc ça ne protège pas, vous confirmez? Oui, c'est la raison d'être de ces émissions. Oui. Pour définitivement expliquer aux gens. Celui qui n'est pas infecté, comme moi par exemple, je suppose, je ne suis pas infecté, si je le porte, ça ne me protège pas d'être contaminé. Si je porte le masque, je ne suis pas malade, mais je porte le masque, et vous êtes malade, je vais m'infecter. C'est ça. Pour être clair, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas malade et vous portez le masque, vous allez vous infecter. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui est malade. Mais si vous êtes malade et que vous portez le masque, vous contenez la majorité des particules qui rendent les autres malades. Donc ça vous revient, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que vous contenez, c'est-à-dire que vous n'envoyez n'ensemencez plus le mal dans votre environnement. Même si vous l'ensemencez, c'est réduit. Le masque qui protège, il y a quand même des masques qui protègent les gens de s'infecter contre l'infection. Le masque qui protège, ce ne sont pas les masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux, c'est les masques que vous voyez avec les immédiaments là, contre la poussière là. Ce masque-là, c'est un masque chirurgical. Il ne vous empêche pas d'être contaminé. Vous allez, si vous êtes en présence d'une personne infectée, vous portez ce masque, vous allez vous contaminer. Mais si quelqu'un qui est malade porte ce masque, s'il tousse, ou s'il parle, ou s'il éternue, la majorité de ses excrétas respiratoires, de ce qu'il libère, sont retenus, contenus dans ce masque. Donc, ça diminue votre chance ou votre risque de vous contaminer, vous qui êtes devant lui. C'est ça. Maintenant, il y a un masque qui, quand on le porte, protège aussi la personne non infectée de ne pas s'infecter. Donc, ce ne sont pas les masques chirurgicaux. Il y a deux types de masques. Il y en a même trois types. Il y a les masques FFP2, les masques FFP3 et les masques N95. C'est des masques qui ont la forme de bec de canard. Et ils sont différents des masques chirurgicaux de par leur capacité à être étanches. À être étanches et à bien couvrir. C'est ce masque qui protège. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on a porté un masque qu'on ne peut pas s'infecter. Le virus, une fois dans l'environnement, dans l'air, une fois qu'il est sur une table ou sur les rebords d'un escalier, vous aussi, vous avez attrapé, vous l'avez ramassé parce qu'un malade l'a déposé. Chaque minute, nous portons la main au visage, de façon naturelle, de façon instinctive. Les yeux, c'est une porte d'entrée. Les yeux, si je mets une goutte d'alcool sur votre peau, vous n'allez pas crier. Mais si vous voulez qu'on joue au jeu, on sort un peu et je vous mets une goutte d'alcool dans les yeux, vous allez comprendre que ça va brûler. Très mal. Donc, les conjonctives, les yeux, c'est une porte d'entrée. C'est une plaie ouverte. C'est ça. Donc, le virus dans l'air, s'il est déposé sur les yeux, vous vous infectez. Si celui qui éternue projette une particule virale dans l'air et que ça tombe sur vos yeux, vous êtes contaminé. Si vous-même, vous avez la main sale, la main contaminée et que vous la passez au visage, vous vous contaminez. C'est pour cela qu'on dit que apprenez désormais les bonnes pratiques, se laver les mains au savon chaque heure. Chaque heure, à défaut de se laver les mains chaque heure, vous devez avoir le gel hydroalcoolisé. Ce petit gel que vous mettez dans la main, toutes les 30 minutes, vous mettez une petite friction, vous frictionnez très bien, et puis ça vous protège, ça tue les éventuels virus que vous aurez rencontrés, ramassés en ouvrant la porte du taxi, en touchant à une table. Voilà, ça permet de les éliminer au fur et à mesure. Ça ne va pas éliminer tout. Il ne suffit pas d'avoir le gel dans la main puis se dire c'est fini, je peux maintenant me balader, je peux aller. Non, ça ne suffit pas. Ça réduit le risque, mais ça ne l'annule pas. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Vous allez voir que à l'hôpital, on ne portera pas que le masque, mais on va porter des lunettes qui forment et qui ferment tout l'œil. De sorte qu'il ne puisse pas avoir des projections de liquide sur l'œil. Vous allez voir qu'à l'hôpital, le personnel, même dans la combinaison, change ça régulièrement. Parce qu'une fois que vous vous mettez à transpirer à l'intérieur de l'équipement de protection individuelle, qu'on appelle EPI, qui est ce que vous voyez à la télévision, les gens sont habillés comme des cosmonautes, eh bien cet équipement, il est étanche, il est plastique, il ne change rien avec l'extérieur. L'air ne rentre pas. Donc, c'est un peu comme si on vous a attaché dans un plastique.
vous commencez par avoir très chaud. Il fait très chaud dedans. Ah bon? Ah oui, il fait très chaud dedans. Nous, on l'a souvent apporté, bon, dans le cas des simulations, dans le cas de Ebola et tout ça, mais vous ne pouvez pas tenir plus de 30 minutes. Wow. Oui, vous ne pouvez pas tenir plus de 30 minutes. C'est pour cela que ce qui est conseillé, après 30 minutes, vous devez changer l'équipement. Et c'est pour ça qu'on se relaie. Quand une personne rentre et fait 30 minutes, elle ne retourne que peut-être 3 heures plus tard. Donc, il faut se relayer. Une seule personne ne peut pas faire plus de 30 minutes. Le deuxième élément, c'est que quand vous transpirez à l'intérieur de cet équipement, y compris pour les masques, le masque commence par se charger de liquide, d'eau, d'humidité, de transpiration. Et quand il se charge d'humidité, il n'assure plus son rôle d'étanchéité. Il n'est plus étanche. Il devient ce pourquoi il doit vous protéger. Ça ne joue plus le rôle. C'est pour cela qu'on ne porte pas une combinaison jusqu'à ce qu'on transpire, les bottes sont remplies de sueur. Non, il faut changer régulièrement. Et dans le cadre aussi, parce qu'il peut arriver que le port du masque étouffe certaines personnes qui ne peuvent pas passer plus de 30 minutes. Et finalement, ça peut les amener à perdre un peu connaissance. C'est ça. Ouais. Donc, pour éviter ça, c'est conseillé de ne pas garder cette combinaison pendant longtemps. On le porte pendant 30 minutes et vous l'enlevez. Vous sortez du champ septique, le champ souillé en quelque sorte, pour aller dans une salle où vous vous reposez et un autre vous relaie. Et jamais on ne rentre dans une salle de malade seul. Il faut toujours rentrer à 2 pour se contrôler mutuellement. Parce que quand votre collègue en salle commence par étouffer, commence par se sentir, commence à faire des malaises, si vous êtes à côté, vous allez l'aider à sortir du cadre septique. Parce que s'il tombe dans des vomissures, s'il tombe sur un matériel souillé, eh bien, il a beau porter le matériel, il a toutes les chances de se contaminer. Et pareil, lorsqu'il sort du champ pour se déshabiller, ça paraît une combinaison, mais c'est toute une école. Hein. Il faut apprendre à s'habiller et apprendre à se déshabiller. Parce que beaucoup de gens se contaminent au moment du déshabillage. C'est ça. Donc, en se déshabillant aussi, vous vous faites face. Si vous ne vous faites pas face, vous devez être devant un miroir pour que vous contrôlez toutes les étapes du déshabillage. Il y a les étapes. C'est à peu près 9, selon les équipes, à 11. Et là, si vous ne savez pas le faire, vous lisez les étapes. C'est comme un pilote. Quand les pilotes veulent décoller un avion, il a beau le faire tous les jours, il doit faire le passage du checklist. Il doit faire le passage point par point avant de décoller l'avion. Il ne va pas dire, j'ai l'habitude de le faire, donc je décolle. Non. Ils le font passer point par point. C'est obligatoire. De la même façon, vous devez suivre les différentes étapes point par point avant d'enlever la combinaison et sortir. Et il y a aussi un circuit qui est tracé. C'est une logistique assez lourde et c'est seulement à ce prix qu'on arrive à contenir le mal, qu'on arrive à réguler les épidémies et à y mettre fin. Ce n'est pas assez sensible. Donc, vous allez voir que tout ce que j'ai dit, ça demande beaucoup d'argent. Absolument. Parce que cette combinaison, elle coûte drôlement cher. Et si vous devez la porter toutes les 30 minutes, chaque 30 minutes, quand vous portez, vous ne faites pas plus de 30 minutes. Il faut changer. Et qu'il faut changer régulièrement. Et si vous avez plusieurs malades, vous voyez que c'est assez compliqué. C'est ça. Et ça coûte quand même assez d'argent pour les États. C'est ça. Et dans le cas du coronavirus, quelles sont les personnes les plus vulnérables, les plus sensibles à la maladie? Le coronavirus, dans 80% des cas, ça va réaliser, c'est comme un rhume banal. Ou un mal de tête banal, pas plus. 80% des cas. Vous prenez 100 personnes infectées, 80% n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Il reste 20%. Parmi les 20%, vous avez à peu près, je dirais, 12 à 15% qui vont nécessiter un petit accompagnement médical. Et il y a à peu près 1 à 5% qui peuvent être vraiment malades. Et ces personnes, c'est des gens qui ont déjà un problème qu'ils traînent. Premier problème, c'est ce que nous appelons les comorbidités, c'est-à-dire, morbidité en médecine veut dire la capacité à être malade ou un facteur qui te rend malade. Comorbidité veut dire qu'il y a plus de 2. C'est quelqu'un, par exemple, qui déjà avait, qui a par exemple un diabète. Il a un diabète qui est une maladie déjà grave. Et en plus du diabète maintenant, il attrape le coronavirus. Ça fait une association de malfaiteurs. Donc les deux ensemble vont faire mal à son organisme, ça augmente ses risques de mortalité. Il avait l'hypertension artérielle, donc c'est quelqu'un qui doit vivre sous médication tous les jours. L'hypertension artérielle seule peut le tuer.
Et en plus de ça, il se charge encore d'une maladie aussi vilaine, aussi méchante que le coronavirus. Ça devient 1 plus 1 qui vont donner, pas 2, mais 3. Vous avez quelqu'un qui a par exemple une maladie pulmonaire. Il avait déjà une maladie pulmonaire. Il avait un problème d'asthme. Il avait par exemple une bronchopneumopathie chronique obstructive qu'on appelle les BPCO, c'est-à-dire c'est des gens qui ont naturellement ou du moins pendant un long temps une maladie qui a rétréci les voies respiratoires dû à beaucoup de causes. Il respire lui-même déjà en temps normal, il a du mal à respirer. Maintenant, s'ajoute une autre maladie qui va venir encore aggraver le problème respiratoire. Ça fait association de malfaiteurs. Vous avez quelqu'un, par exemple, à qui on a enlevé la rate, dû à une raison donnée, l'esplénétomisé. Il est déjà affaibli sur le plan immunitaire. Et il y a ceci. Quelqu'un qui est sous traitement contre le cancer, l'organisme est déjà fragilisé. La vieillesse elle-même. Pourquoi est-ce qu'un jeune peut courir 2 km alors que le vieux de 80 ans ne peut pas courir 2 km? Pourquoi? Parce que l'organisme, la vieillesse elle-même est une maladie. Donc si sur cet organisme fatigué, vieux, fatigué, malade en deux surcroît, se greffe cette maladie, ça augmente les risques de mortalité. Il y a la grossesse. Si vous avez déjà rencontré une femme enceinte, vous allez voir que la grossesse n'est pas une maladie, c'est un état physiologique, mais cet état physiologique est beaucoup trop lourd pour la femme pour qu'elle puisse dire « Wow, je suis enceinte, je suis content. » Non, elle est malade, ça la fait souffrir et cet état la fragilise. Donc, ça peut aussi être un élément aggravant. Il y a l'enfant. L'enfant qui n'a pas encore réussi à développer son système de défense, qui n'est pas encore au point, lui aussi. Donc, voilà, quand il y a un problème que nous appelons les tares, ou alors les maladies surajoutées, les maladies qui déjà en elles-mêmes demandent une prise en charge, et que le coronavirus vient s'ajouter, ça augmente. Voilà, association de malfaiteurs tout simplement. C'est aussi le cas pendant des immunodéprimés. Oui. Un immunodéprimé qui n'est pas bien suivi médicalement pour que son système immunitaire devienne compétent, eh bien celui-là, il est exposé. Un simple rhume chez celui-là va l'embêter, va l'emporter, alors qu'un rhume chez toi, à la limite, tu vas au boulot, quoi. Voilà un peu les catégories à risque. Et aujourd'hui, les cas qui décèdent, généralement, c'est des gens qui ont au-delà de 80 ans. En France, par exemple, la moyenne d'âge, c'est 80 ans. Déjà, chez nous, quand tu vis 80 ans, tu es quand même un élu. C'est ça. Voilà un peu. Donc, les jeunes en bonne santé qui mangent bien sont relativement bien protégés. Mais ce n'est pas une raison d'aller chercher problème là où il n'y en a pas, sous prétexte qu'on est jeune. Parce que rien ne vous dit, à l'heure où vous parlez, quelles sont les aptitudes de votre organisme à pouvoir résister et réagir contre une infection. C'est ça. Donc, comme personne ne peut avoir cette garantie, il vaut mieux plutôt vivre en respectant les normes, oui, en se protégeant pour ne pas être amené à solliciter l'organisme lorsqu'on est infecté. Alors, dans ce que vous m'expliquez, professeur, c'est que donc, la question, ou bien le système immunitaire de l'organisme est en jeu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des méthodes pour pouvoir renforcer ce système immunitaire de l'organisme? Puisque aussi on a lu des trucs, hein, du citron avec de l'eau chaude, un peu d'ail pour renforcer le système. Et qu'est-ce que vous en dites? Oui, le citron, qu'est-ce qu'il y a dans le citron? Il n'y a que des sels minéraux et la vitamine C. Donc on sait que la vitamine C est un bon tonifiant, il est bon notamment dans les processus antioxydants. Ça va aider. Mais la vraie riposte immunitaire, c'est l'organisme, c'est les cellules de l'immunité. Ils sont de deux ordres, c'est le système est de deux ordres. Il y a les réactions directes, qu'on appelle les réactions cellulaires, c'est-à-dire quand un organisme, un microbe qui n'est pas de l'organisme, un étranger microbe rentre dans l'organisme, il y a des cellules qui sont des soldats, des gendarmes, qui immédiatement vont aller l'attaquer. On appelle ça une immunité innée. Une immunité, on est avec. Elle est systématique. Elle est cellulaire. Elle utilise certaines cellules pour aller à la guerre immédiatement. Et tous les organismes en disposent? Tous les organismes en disposent. Maintenant, si votre organisme, Dieu vous a créé parmi les gens qui n'ont pas de bons soldats, ils ne pourront pas bien combattre. Absolument. Autrement dit, une armée pauvre ne réagit pas de la même façon qu'une armée riche. Si votre armée, votre système immunitaire, cellulaire, qui utilisent les cellules, les globules blancs, certains globules blancs donnés, sont robustes, vous réagissez tout de suite correctement et convenablement contre un agent étranger. Par exemple, vous allez voir, quelqu'un qui est immunocompétent, si une bactérie rentre dans son organisme, ça va plutôt donner un abcès.
L'abcès veut dire qu'il y a une bonne bagarre. Et l'abcès que vous voyez qui est jaune, c'est la mort des bactéries et des cellules au cours de la bagarre qui donnent cet abcès. Ça veut dire que l'organisme a bien réagi. S'il n'y avait pas eu cet abcès, les bactéries, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir un abcès. Les bactéries se seraient propagées. Donc, celui qui a un abcès, c'est que celui-là est en train de réagir contre. Donc, celui-là, il est bon. Donc, il vous revient maintenant d'avoir un système de défense avec des cellules qui réagissent spontanément et réagissent vigoureusement pour vous sauver. C'est eux les soldats de notre organisme. C'est eux la première barrière. Passer cette barrière, il y a maintenant le deuxième niveau de défense qui n'est pas inné, mais qui est acquis. C'est-à-dire, l'organisme a besoin qu'on lui présente l'ennemi. Donc, l'ennemi a été tué par les premiers soldats, qui sont les cellules, qui sont les globules blancs. Ces globules blancs tuent l'ennemi et vont présenter maintenant les restes, les carcasses de l'ennemi aux cellules qui vont maintenant reconnaître l'ennemi et lui fabriquer maintenant les anticorps pour lutter contre. C'est ça la défense humorale, qui est une défense qu'on appelle la défense acquise. On l'acquiert à travers un phénomène. C'est elle qui est solide, c'est elle qui est robuste, c'est elle qui te permet de te protéger de façon durable. Dans le cas des virus, c'est cette défense humorale sur la base des anticorps induits par la présentation des virus tués au système de production des anticorps qui va permettre de fabriquer des bons anticorps qui vont te protéger. Les gens qui seront guéris de coronavirus seront immunisés contre le Covid-19. Ils ne feront plus le Covid-19. Parce que eux maintenant, leur organisme aura fabriqué les anticorps qui attendront les prochains Covid-19 qui seront terminés. Ils feront peut-être un autre coronavirus, mais ça ne sera pas le coronavirus Covid-19. Ça va être autre chose. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, en clair, il faut avoir un système immunitaire qui réagit bien, un système immunitaire bien. Et pour réagir bien, ce n'est pas d'abord le citron. Si vous prenez une tonne de citron, une tonne de gingembre et que vous ne mangez pas à votre faim, vous mangez que le gari une fois dans la journée, vous prenez que la bouillie d'acassa de 25 francs dans la journée, eh bien, vous n'aurez pas un système immunitaire compétent. Il faut manger bien, manger sain, qui vous permette de nourrir votre organisme suffisamment en protéines, en vitamines, etc., pour que les compléments, que sont les fruits, les légumes, les citrons et compagnie, puissent maintenant aider à ce que votre organisme soit robuste et se défende bien contre les infections. Merci, professeur Rio Wateba, pour ces précisions que vous donnez sur le coronavirus, maladie virale qui sévit dans plusieurs pays, au moins centaines de pays sont touchés à travers le monde actuellement. Alors, avez-vous peur pour la suite ou bien vous pensez que cette crise, si on peut l'appeler ainsi, sera bientôt jugulée? A priori, oui, parce que les virus respiratoires, généralement, il y a quand même une composante climatique. Elle se développe très bien avec le froid. Pourquoi? Je vous l'explique rapidement. Pour tous ceux qui sont déjà allés en Europe pendant l'hiver, vous allez voir, quand vous parlez, il y a de la vapeur qui sort dans vos nez et de votre bouche. Et vous allez voir que beaucoup de gens, cette vapeur, c'est de l'eau. Et vous allez constater qu'il y a une congestion, il y a une accumulation de liquide dans les voies respiratoires. Et cette accumulation, cette aptitude, en fait, cette situation qui essaye de noyer un peu les cellules respiratoires, vont faire que les cellules vont se trouver dans une situation, une difficulté hydrique qui leur permet de mal résister. Or, cette congestion, cette accumulation d'eau au niveau des cellules due au froid va faire le lead des virus qui aiment les cellules respiratoires. Et ces cellules respiratoires étant en difficulté du fait de la congestion, c'est un peu comme des cellules fragilisées en contact des virus. Donc le virus va mieux s'épanouir. C'est pour cela que le froid est un élément qui favorise le développement des maladies virales respiratoires. Si en plus de ça, une maladie que l'organisme ne connaissait pas, comme le Covid-19 actuel, vient s'ajouter sur ce terrain un peu fragilisé du fait des phénomènes que je viens de vous décrire, c'est-à-dire le froid qui va entraîner une congestion au niveau des respiratoires. Cette congestion fait que l'organisme se défend mal, et qu'il y a un virus méchant, la probabilité pour que ça s'épanouisse davantage est là. Maintenant, quand nous arriverons dans la période où il fait assez chaud, où l'air n'est plus très chargé, où quand vous parlez, il n'y a plus de vapeur qui sort de votre nez, il n'y a plus de congestion, les choses se décongestionnent. C'est une situation qui est moins favorable au virus respiratoire. C'est pour cela que la grippe
c'est en Europe et c'est en hiver qu'on le voit. Ici, ce que nous appelons la grippe, c'est un rhume. Nous avons quand même des virus grippaux en Afrique, mais majoritairement, c'est le rhinovirus qui est responsable, le rhinovirus et un peu les adénovirus qui sont responsables de notre grippe dont nous parlons. Quand nous parlons de « je suis grippé là », c'est souvent ça. En Europe, en hiver, ce n'est pas le rhinovirus qui est prépondérant, ce ne sont pas les adénovirus, ce ne sont pas les coronavirus, mais c'est les virus grippaux. Parce que cette condition dont j'ai parlé, le froid, favorise. Maintenant, quand on va rentrer dans l'été, dans les périodes chaudes, ce n'est plus très propice au développement de ces bactéries. Un autre élément, c'est que la chaleur va apporter aussi les rayons ultraviolets qui vont rapidement et plus facilement, aisément détruire le virus qui est dans l'environnement quand l'on parle. Donc, ce changement climatique va être un élément aussi protecteur. L'autre élément, c'est que quand il fait chaud, tout le monde est dehors. Les gens n'ont plus besoin de s'agglutiner. On n'a plus besoin de mettre trop l'air conditionné où on est dans les enclos fermés parce que si vous avez fait des études en France, pendant l'hiver, on ferme. Quand quelqu'un ouvre la porte et ne ferme pas la porte, tout le monde crie. Parce que le peu de chaleur qu'il y a à l'intérieur que les radiateurs fournissent, quand vous ouvrez la porte, vous sentez tout de suite un courant d'air frais. C'est ça. Donc vous êtes maintenant confiné dans un environnement fermé. C'est des facteurs prédisposants pour la distribution des maladies respiratoires. Or, pendant l'été, tout le monde ouvre les fenêtres. Il y a de l'air qui coule, qui souffle. Les gens sont à la plage, les gens sortent. Donc, on évite les environnements confinés. C'est un avantage. Donc, tous ces éléments vont faire que, vous allez voir, quand nous allons arriver en été pour les Européens, le mal va commencer à être circonscrit parce que les gens commencent à sortir, on prend les grands airs, on n'est plus confiné dans les ambiances et ça se passe bien. En Afrique, la question qu'on se pose, par quelle magie véritablement les pays africains semblent être protégés, on ne saura le dire de façon scientifique. On attend de voir les mois à venir pour essayer de comprendre le phénomène. Est-ce qu'il y a une résistance génétique africaine? On ne peut pas le dire de façon scientifique. C'est des observations. On constate qu'il y a quand même un phénomène qui se passe. C'est que ça ne s'explique pas scientifiquement que tous les pays soient autant atteints et que les pays africains, majoritairement les gens infectés, sont souvent aussi des expatriés. Est-ce que l'Africain est immunisé naturellement? Est-ce qu'il y a une résistance génétique? On ne saura le dire pour le moment, c'est très précoce. Mais des études sont en cours. Et nous, à nos niveaux, ce que nous faisons, on est en train de faire des sérotests, c'est-à-dire on a essayé de prendre des sérums de personnes qui ont eu à développer des maladies grippales, des maladies respiratoires il y a quelques mois. On est en train de faire des sérotests pour un jour rechercher l'existence dans ces sérums des anticorps, des possibles, d'éventuels anticorps contre le coronavirus. Si un jour on le retrouve, on aura une autre lecture de la situation. Mais pour le moment, aucun laboratoire au monde n'est en mesure de détecter l'existence d'anticorps dans un prélèvement contre le coronavirus. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est que on va rechercher et trouver le virus lui-même. C'est ce qu'on appelle la PCR. Et c'est ça le diagnostic, on retrouve le virus lui-même. Et quand on a retrouvé le virus lui-même, on sait qu'il y a la présence, donc le diagnostic de la maladie est fait. Alors que le diagnostic de la guérison, en termes de sécrétion, d'élaboration d'anticorps, ne se fait pas. Vous allez me demander, pourquoi est-ce qu'on dit alors que certains malades ont guéri, sur la base de quoi on dira qu'il a guéri? Oui. Si tu es malade aujourd'hui, je fais la goutte épaisse et je trouve le plasmodium dans ton sang. Une semaine après traitement, je ne trouve plus le plasmodium, ça veut dire que tu es guéri. Parce que le plasmodium a disparu. Vous voyez un peu? Donc, c'est l'absence du virus par la PCR de contrôle qui revient négative, qui permet de dire que le virus a disparu, donc la personne a guéri. Mais on ne détecte pas encore pour le moment les anticorps. Et c'est ça qui va permettre d'étudier, de faire l'analyse des sérotests qu'on est en train de faire pour comprendre pourquoi il y a eu une progression lente dans les pays africains. Très bien, professeur, pour tous ces éclaircissements que vous apportez, merci beaucoup. Cette émission tire à sa fin. Quel conseil pratique donner à ceux qui nous suivent et à la population qui est dans l'ancienneté un peu inquiet parce que bon, on ne sait pas encore, il y a des rumeurs qui circulent, on n'a pas encore la confirmation officielle comme vous l'avez dit en début d'émission. Concrètement, quel conseil pratique donner aux uns aux autres? Le conseil pratique, c'est que de par ma petite expérience de scientifique, le Togo n'échappera pas. Et ce n'est pas une mauvaise prédiction
Mais ça n'échappera pas. Parce qu'aujourd'hui, la Terre est devenue un petit village planétaire. Il faut se préparer. La question n'est pas de se demander combien de cas on aura, par où ça va frapper, qui va être touché le premier. La question c'est, préparons-nous. Est-ce que nous sommes suffisamment prêts? C'est ça le travail que nous devons faire quotidiennement. Et je le dis, les gens vont me demander mais sur quoi il se bat, mais je sais que le Togo n'échappera pas. Et aucun pays quasiment au monde n'échappera. Oui. Tout le monde va vivre des cas. Et les gens qui se sentiront mieux, qui s'en sortiront mieux, c'est les gens qui auront prouvé ou auront montré suffisamment de préparation contre cette affection. C'est comme ça que ça se passe. C'est tous les 10 ans, au pire des cas tous les 30 ans, que les cassures antigéniques, comme je l'avais expliqué, surviennent. Et ça, c'est le monde qui est comme ça, on n'y échappera pas. En revanche, il faudrait être à l'écoute de ce que les autorités sanitaires vont conseiller. Voilà. Il y a des mesures. Aucun État au monde n'abandonne son peuple. Les États, chacun seront ses moyens. Les États iront à leur rythme en fonction des moyens dont ils disposent. Et je suis convaincu qu'ici au Togo, nous saurons aussi répondre efficacement face à cette affection. C'est aussi un message d'espoir pour dire aux gens de ne pas céder à la panique, de simplement changer un tant soit peu nos habitudes. Nos habitudes, c'est quoi? C'est les civilités, les salutations, les bises et tout ça. Si on peut les réduire pendant la période de menace épidémique que la planète vit, je crois que ça va être bénéfique pour tout le monde. Il faut se laver les mains toutes les heures. Il faut disposer des petits gels hydroalcoolisés dans la main pour faire des petites frictions toutes les 30 minutes. Il faut éviter les endroits trop confinés quand on peut. Et il faut rapidement aller à l'hôpital lorsqu'on a un ou deux des signes dont nous avons parlé. C'est d'abord une fièvre, le nez qui coule, c'est la toux, c'est parfois les maux de tête, c'est une grosse fatigue, c'est parfois les douleurs abdominales chez certaines personnes, c'est parfois des vomissements chez certaines personnes. Donc, c'est des signes qui ne sont pas des signes pathognomoniques, c'est-à-dire typiques de la maladie, mais c'est des signes qui vont rappeler quand même cette grippe, ce rhume. Et si tel est le cas, il faut porter déjà le masque, parce que le masque va protéger les autres si vous êtes malade et va éviter de contaminer les autres. Et après, vous allez à l'hôpital pour que les investigations plus approfondies se fassent. Merci beaucoup, professeur Ouatiba, pour ce temps passé en studio en nous expliquant le coronavirus, ses contours et les moyens de prévention qui existent en l'absence de tout traitement pour le sang d'espoir. Merci également à vous, amis téléspectateurs, pour avoir suivi cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt.